Mes salutations et soyez les bienvenus. Quand on parle du pouvoir, on a tendance à s'imaginer tout de suite des événements politiques. On pense à des concepts tels que la domination et la manipulation, à des systèmes comme la monarchie, la république ou l'oligarchie, sans oublier des systèmes d'autorité que sont les religions, les académies, les forces de l'ordre, l'armée ou la justice. Mais c'est oublier que ce qui fait le pouvoir, c'est aussi souvent ce qui découle de l'inventivité humaine, et si l'on est en mesure de s'y adapter ou non. Parfois, ces innovations sont restreintes à un domaine particulier, comme la mécanique, l'armement, la logistique ou encore la santé. Et parfois, ces innovations transcendent leur domaine de base pour s'implanter dans l'ensemble de la société, comme ce fut le cas pour l'électricité, la chimie ou plus récemment Internet. Internet qui, une génération plus tard, apporte une nouvelle innovation, celle de l'intelligence artificielle la plus développée à ce jour. En ce début d'année 2023, une IA fait beaucoup parler d'elle. ChatGPT. Quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas d'elle dont nous parlerons aujourd'hui. Ce sont d'autres IA qui nous intéressent, notamment pour les plus créatifs d'entre nous. L'informatique et les logiciels artistiques ont donné naissance à toute une panoplie de métiers que l'on peut regrouper sous le terme d'artiste numérique. Et ce monde est en ce moment bousculé par une IA capable de créer de somptueuses œuvres inédites en quelques minutes. Pour en parler, j'ai proposé à Meryl, l'artiste qui s'est occupé de plusieurs dessins pour la chaîne, que je vous expose ici. À travers ce podcast, Meryl nous donnera son point de vue sur l'arrivée des IA dans le domaine de l'art numérique, et vous entendrez que son avis est non seulement d'une grande richesse, mais bénéficie également d'une certaine sagesse. Salutations Meryl et merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo dans laquelle on va parler des intelligences artificielles et de l'art et donc de ces logiciels qui sont en train de bousculer la création artistique sur Internet. J'ai présenté quelques-unes de tes œuvres en introduction, mais là maintenant je vais te laisser te présenter en quelques secondes ton parcours, pourquoi tu as voulu aller dans le dessin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé dans cette voie. Salut à toi, Éminence Grise. Tout d'abord, moi, le dessin, c'est vrai que c'est une appétence naturelle que j'ai pour le dessin. J'ai fait un master ATI à la fac, Art et Technologie de l'image, qui est un cursus imbriqué dans une formation d'art. C'est un cursus qui, du coup, m'a donné ce goût du digital. Parce que vraiment, il y a une connexion entre l'art numérique et l'art en soi traditionnel, quoi. Donc déjà, je suis parti sur ça. J'ai enchaîné ensuite tout simplement en travaillant dans le domaine de la 3D. À l'heure actuelle, j'ai une double compétence. Je fais du dessin, des illustrations, des concepts, voilà, un peu pour des particuliers. Et à côté de ça, je fais de la 3D. Donc, je suis embauché dans des studios de post-production qui sont chargés de faire des effets spéciaux pour des films, des animations 3D avec un certain budget. Pour donner un ordre d'idée, j'ai travaillé sur des films comme X-Men, Dark Phoenix, Lion King, Roi Lion. Et voilà, donc c'est un peu des productions comme ça sur lesquelles j'ai travaillé. Parce que toi, t'as fait quoi? T'as travaillé sur quelle partie véritablement, par exemple, dans le Roi Lion? Alors moi, ma spécialité dans les effets spéciaux, donc que ce soit dans les films ou dans les animations 3D, c'est la production capillaire. En fait, c'est vraiment une catégorie spécifique où on crée des cheveux, tout ce qui est voilà, des fibres capillaires, donc cheveux, moustaches, barbe, fourrure, etc. Par exemple, sur X-Men Dark Phoenix, j'ai travaillé sur quelques assets, dont The Beast, Tornade, un personnage qui s'appelle Medusa. Je sais pas si si on voit Medusa, mais voilà, c'était un mec avec des longues nattes, des très longues nattes qui en fait bougeait, était en mouvement et il se battait avec ses tresses. Après, en termes d'illustration, c'est surtout des illustrations, voilà, c'est un peu divers. Ça va être des illustrations pour toi notamment, pour ta chaîne. Ça va être aussi des logos quelquefois, pochettes d'albums, enfin ce genre de choses. Et surtout du concept, et là c'est vers ce quoi je me dirige, donc l'animation 2D. J'aimerais beaucoup explorer ce domaine, de vraiment parcourir ce domaine d'animation 2D, parce que c'est un domaine que je trouve hyper intéressant. Donc tu as quand même travaillé sur des projets assez impressionnants. On a entendu ton parcours. Là, on va parler d'un outil donc, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Notamment, moi, celui que j'ai vu le plus passer, c'est Midjourney. Mais il y en a d'autres, hein, tu nous en parleras. Ces IA, qu'est-ce qu'elles permettent pour un artiste comme toi? Qu'est-ce qu'elles apportent dans le domaine? Et est-ce que c'est des choses bénéfiques? Quels sont ces bénéfices? Alors, c'est une très bonne question. Ce que me permet une IA actuellement, c'est vraiment le premier atout. Je trouve que c'est la synthétisation d'un concept. Moi j'ai testé Midjourney et lorsque j'utilise cette IA,
Vraiment, ce qui est impressionnant, c'est deux choses. Donc, la synthétisation d'un concept, c'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, faucheuse avec une tête de mouton, l'IA va te créer ce concept. Et donc, le deuxième point, c'est la technique. Il y a une technicité qui est vraiment fabuleuse. Lorsque tu mets des bons mots-clés, vraiment, il y a une technique qui tout de suite est prenante et tu peux avoir un concept vraiment fini juste avec voilà quelques mots en quelques secondes. Tu mets ton petit prompt parce que c'est comme ça que ça s'appelle une description dans Midjourney. Enfin même sur les IA en général, on appelle ça un prompt. Donc tu tapes un petit prompt, faucheuse, mouton, tête de mouton sur une vallée avec des fleurs. Hop, on lance le prompt. Et en fait, il va créer un concept vraiment bien fini. Après, il va y avoir des mots clés spécifiques qui vont améliorer, et c'est là où justement ça va poser problème par la suite, on en reparlera tout à l'heure je pense, mais il y a des mots-clés qui favorisent la technicité de l'image et qui la rendent vraiment plus belle. Donc vraiment les atouts c'est ça, c'est technicité et la synthétisation du concept. Donc moi je vais m'en servir par exemple pour référence dans mon projet, dans mes projets, je vais vraiment les utiliser pour avoir une référence précise. Voilà, parce que généralement, quand tu fais des concepts, tu utilises des références dans tous les cas, quoi. C'est un peu comme si tu avais un patron. Pour un accessoire en cuir, par exemple, on utilise un patron. Donc là, Midjourney, ça te sert de patron, ça te sert de prototype à ton dessin. Ça dépend. Ça pourrait servir de patron. Moi, c'est ce que je pensais que j'allais faire quand j'ai découvert Midjourney et que j'allais l'utiliser. Je pensais vraiment que j'allais par exemple prendre une illustration de Midjourney et que j'allais l'utiliser directement, que j'allais la remodifier, la découper, la mettre en place, repeindre dessus et tout. Mais finalement, artistiquement parlant, c'était beaucoup plus intéressant, je trouve, de l'utiliser comme référence et c'est-à-dire d'avoir un modèle en fait. Et moi, ce que je fais par exemple, c'est que je prends plusieurs images de Midjourney et je m'inspire de ces images pour créer un nouveau modèle que j'aime bien. Voilà, donc je vais reprendre des éléments que j'aime bien de chaque image et je vais redessiner moi depuis le début pour avoir mon image en fait et mon interprétation artistique. Et par exemple, si tu tapes exactement le même prompt, est-ce que tu auras toujours la même image ou est-ce que ça va te sortir des images différentes mais alors que tu n'as pas modifié du tout le prompt? Alors, il va me sortir des images similaires, mais il y aura toujours une petite variation. Parfois, il va changer l'angle de vue. Parfois, il va changer un peu la lumière, les cheveux, la coiffure. Enfin, ça dépend ce qu'on tape, hein, mais voilà, il y aura toujours des petites variations, mais généralement, ce sera dans les mêmes eaux, ouais. Ouais, donc c'est vraiment impressionnant, hein. C'est-à-dire qu'avec les mêmes infos, il peut te sortir des variations d'un même dessin, quoi. En gardant les mêmes infos. C'est impressionnant. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est pas de grandes variations. Et justement, en fait, une fois qu'il te propose 4 images, une fois qu'il te propose ces 4 images, tu as le choix de justement rajouter, à partir de cette une image que tu as choisie, que tu auras choisie, de rajouter des prompts pour vraiment aller vers ce quoi ton imagination te dit d'aller. Donc par exemple, si tu as tapé comme tout à l'heure, faucheuse, vallée, et bah tu peux rajouter ciel pourpre. Et donc dans la prochaine génération, il va te mettre plus ou moins un ciel pourpre. Il va te proposer en fait. D'accord. Nous avons entendu les bénéfices qu'un artiste numérique peut tirer de ces intelligences artificielles, notamment en termes de concept art, et nous avons aussi entendu leur capacité de création impressionnante. J'imagine qu'il y a encore beaucoup à dire, mais passons pour le moment à ce qui apparaît comme étant des défauts majeurs de ces IA, principalement en ce qui concerne l'éthique. Le fait que si tu voulais quelque chose qui ressemble à un artiste que tu connais, je sais pas, type un effet cartoon, un effet horrible, des trucs comme ça, et ben ça va s'inspirer de trucs connus et d'un artiste connu. Là où ça pose problème, c'est justement il y a une artiste par exemple qui est assez connue dans le milieu qui s'appelle Loish. Si je mets mon petit mouton et tout faucheuse vallée et que je mets Loish, et bah à ce moment-là, je vais voir les propositions de l'IA qui vont changer. Et donc moi j'ai fait le test, j'ai tapé plusieurs illustrateurs, concepts, plusieurs artistes que j'aime bien, et vraiment c'est impressionnant. Pour le coup, tu sens vraiment l'influence des artistes, et là j'ai vraiment été impressionné. Ouais. À un moment, justement, j'ai testé cette même artiste là dont je parlais tout à l'heure, Loish, et je la salue. Et je testais donc des concepts avec son nom, et je suis tombé sur quelques concepts où dans le coin de l'image, vraiment, je pouvais apercevoir des bouts de sa signature. Elle signe vraiment avec une typo particulière, et je pouvais apercevoir comme ça un bout de sa signature, et je me disais ah ouais,
On peut carrément dire que l'IA, elle se nourrit de ce qu'il y a de disponible sur Internet. Il n'y a pas de barrière qui l'empêche justement de choper une image précise d'un auteur précis. Et non. Non, il n'y a pas de verrouillage, malheureusement. Je pense que c'est un peu le grand défaut en tout cas, ce qui a vraiment amené la polémique autour de l'intelligence artificielle, c'est que on ne sait pas d'où viennent les sources qui ont inspiré le deep learning, en fait, de l'IA. Les images sont en libre accès sur Internet, et c'est justement, je pense que c'est aussi, ça fait partie du jeu, d'une certaine manière. Depuis l'essor d'Internet, petit à petit, nos perceptions par rapport au partage de données sont modifiées, et en fait, on va vers un partage un peu gratuit, un peu libre, un peu gratuit, en permanence, et on a tendance à oublier que finalement, c'est gratuit et c'est libre aussi pour les personnes qui visitent nos profils ou notre site, ou etc. Et donc, il y a cet élément-là d'IA qui est venu vraiment chambouler cette question, et les programmeurs, je pense, se sont carrément servis sur Internet de toutes les images qu'ils pouvaient avoir, et c'est en libre service. Et ça pose vraiment le problème aussi du droit d'auteur, parce que alors premièrement, il y a aussi le site internet. Normalement, on n'est pas censé pouvoir prendre des images gratuitement. Il y a des sites où on n'est pas censé prendre des images gratuitement. J'ai déjà vu, par exemple, en générant des images sur Midjourney, tu sais, la croix. Tu sais, t'as une croix parfois sur les images que t'as pas le droit de prendre sur Internet. Oui, sur Adobe Stock ou des trucs comme ça, Alarmy ou je sais plus quoi, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai déjà vu sur Midjourney des propositions où il y avait cette croix. D'accord. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a vraiment des images, je pense, qui normalement ne devraient pas être là, mais ils s'en sont servis pour nourrir leurs IA, quoi. Ils ont créé une intelligence artificielle qui est capable de ne pas prendre en compte toutes ces barrières. Alors, soit elle les prend pas en compte, ils lui ont pas appris la reconnaissance de tels signes ou de tels traits qui symbolisent une signature sur une image, et donc elle prend tout, quoi. C'est comme un peu un chalutier qui raclerait les fonds marins et voilà, et qui pêcherait les poissons, mais aussi les coraux, les obus tout rouillés, les carcasses de baleines, et hop, on remonte, et puis après on fait le tri après. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça, ouais. Après, je me demande aussi, est-ce que y a pas eu tout simplement des bibliothèques manuelles, tu vois. Par exemple, tu vas sur le site d'un artiste, tu télécharges toutes les images, et puis tu les rentres manuellement dans la bibliothèque de données que t'aimerais donner à ton lien, tu vois. Je me demande si ça aussi, c'est pas une technique. Tu peux clairement voir que dans les sources, il y a certains artistes, et je comprends pourquoi ils sont un peu révoltés, même si en vrai, ça fait un peu partie du jeu, tu vois. Ce jeu-là, tu vois, de reprendre des images d'Internet. Par exemple, il y a un truc, moi, où j'ai toujours eu du mal, c'est reprendre des concepts, par exemple, d'animés qui existent, et de les revendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant. Et quand on regarde un peu plus précisément, en fait, si par exemple je fais demain une image de One Piece, je fais Luffy et j'ai envie de faire un t-shirt avec, je peux le faire parce que l'image est libre sur Internet, je le fais, tu vois. Et je génère de l'argent sur une licence qui existe déjà, qui n'est pas la mienne, tu vois. Donc là, il y a une ambiguïté, par exemple. Mais personne ne va vraiment s'offusquer de ça, parce qu'en même temps, les créateurs de One Piece vont jamais porter plainte contre des petits mecs qui veulent se faire des thunes, parce qu'en même temps ça leur fait de la pub, ça fait partie en fait du truc, ça fait partie de l'engouement, ça fait partie du jeu. Et du coup pour l'instant l'IA, c'est un peu dur de comparer avec ça, parce qu'on va me dire voilà, mais ça n'a rien à voir, parce que l'IA elle fait du vol carrément d'œuvres, alors que l'artiste, lui, il va juste s'inspirer, il va prendre des images, il va redessiner lui-même, etc. Ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que finalement, l'IA, elle va pas ressortir une image totale d'une œuvre, d'un artiste. Elle va s'inspirer de plusieurs artistes. Et d'ailleurs, quand elle va faire les propositions, souvent, il y en a une qui va un peu plus ressembler à l'artiste, mais les trois autres, elles ressemblent moins. Et donc, il y a des mélanges de plein de choses. Donc, en termes d'identité artistique, on peut considérer que c'est pas du plagiat de juste un artiste, c'est vraiment une composition de plusieurs influences d'artistes. Et c'est ça qui, je pense, qui est assez fourbe et ambigu, dans le sens où l'artiste, il est un peu démuni, parce que il va se dire ouais, mais j'ai nourri l'IA. Ouais, mais d'une certaine manière, il y a plein d'images qu'on nourrit l'IA, et d'une certaine manière, c'est exactement le même procédé qu'on emploie nous quand on veut créer, c'est-à-dire qu'on prend des images partout.
on prend une source d'inspiration infinie, qu'elle soit sur Internet, sur d'autres artistes, dans des magazines, partout, on prend des images. Et c'est vraiment là, je pense, le point qui est assez ambigu, c'est que l'intelligence artificielle fait la même chose, sauf que c'est une machine. En gros, l'IA, par son fonctionnement, elle fait ce qu'un artiste humain ferait en plusieurs années d'expérience, de ressenti, de rencontres, de tests. Ce qu'un être humain ferait en plusieurs années, elle le fait en, 30 secondes. Ah, ça fait encore plus mal quand tu le dis comme ça. Mais ouais, en vrai, c'est ça. On a vu donc la réaction, il y a tout de suite des anti-IA, tout ça. Est-ce qu'il y a des procédures en cours? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Ou alors est-ce que c'est trop? C'est trop gros, c'est trop rapide, c'est trop... Parce que YouTube, par exemple, avec la musique ou avec les extraits de films, ils ont mis quelques années, mais ils se sont adaptés aux grandes dames des créateurs, hein, parce qu'au bout d'un moment, se faire bannir une vidéo parce qu'on a utilisé 3 secondes d'une musique connue, ça la fout un peu mal. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Est-ce qu'à un moment, il y aura, on pourra distinguer l'œuvre artistique, personnelle et véritable, authentique, à quelque chose qui aura été à 80% fait par une IA et à 20% agrémenté par le créateur? Alors déjà, par rapport à la différenciation, c'est marrant parce que lorsque j'ai découvert l'IA, je m'amusais sur Instagram à directement reconnaître une image d'intelligence artificielle et surtout Midjourney, parce que Midjourney a quand même un style assez spécifique et c'est encore plus intéressant du coup. Midjourney a une image qui est quand même assez reconnaissable. Il y a un style graphique, il y a une touche comme ça qui est très reconnaissable. Dès qu'on voit une image, tout de suite on se dit mais ça c'est du Midjourney, on reconnaît. Et je trouve ça intéressant parce que ça pose la question, est-ce que finalement l'IA n'aurait pas aussi son identité artistique? Est-ce que le mélange de tous ces éléments, de toutes ces œuvres avec lesquelles elle s'est nourrie, est-ce que ça n'a pas aussi amené ce style-là qui fait le style Midjourney comme une nouvelle forme artistique? C'est-à-dire, ouais, voilà. Est-ce que l'IA peut être considérée comme créatrice à part entière, comme un artiste humain, quoi? Et je pense même que dans un futur proche, il y aura plusieurs IA qui auront... Parce que là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a quand même différentes IA. Tu as Midjourney qui fait vraiment des concepts très artistiques avec une patte graphique voilà, bien léchée et tout. Tu as Dali, par exemple, qui va, lui, faire plus des photomontages. Voilà, tu vas avoir plusieurs entités comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que plus on va aller dans le temps et plus ces IA vont se spécialiser dans un domaine. On aura des IA très fortes avec, si tu veux faire un concept, tu vas sur Midjourney. Si tu veux faire un montage photo, tu vas sur Dali. Si tu veux faire, tu vois, qui auront comme ça des identités artistiques. Je pense que même légalement, en fait, elles vont gagner un statut. Ça fait peur, mais en réalité, on a toujours été sur cette lancée, finalement. Par exemple, quand la photographie est sortie, tous les mecs traditionnels qui faisaient du dessin hyper réaliste, etc., se sont révoltés contre la photo parce qu'ils disaient que c'était pas de l'art, que c'était un outil qui allait justement détruire leur métier. Et au final, maintenant, la photo fait partie, c'est un art en soi. Et nos perceptions ont changé et ont intégré la photographie dans le milieu artistique. Pareil pour l'animation traditionnelle. Lorsque les logiciels sont sortis, pour faire de l'animation 2D, c'était un peu mal vu. C'était en mode, il y a de l'animation 2D, mais c'est digital, tu vois. Et pareil, quand il y a eu la 3D et qu'on rajoutait de la 3D dans l'animation, c'était aussi mal vu par les animateurs 2D qui disaient ouais bon c'est de la 3D, c'est pas beau truc et tout. Et maintenant de plus en plus tu vas avoir des animations 2D, des animés de manga avec de la 3D qui incorporent de la 3D dedans. Au final, moi ce que je me dis c'est que possiblement l'IA c'est un nouvel outil très performant qui va être utilisé, qui malheureusement va faucher quelques métiers, je pense. C'est inévitable parce que vraiment la technique elle est incroyable, hein. Elle est vraiment ouf. Par contre, je pense que on sera obligé de réadapter nos perceptions et ça va nous emmener en fait encore autre part. Voilà. Parce que c'est un gain de temps au final. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas besoin de faire, qu'on n'aura pas besoin de redessiner, etc. On peut même par exemple proposer directement au client, voilà, qu'est-ce que tu préfères entre ci, ça, cette telle image. Et lui, il choisit. En fait, ça nous évite tout simplement de redessiner nous-mêmes à chaque fois les propositions. Je pense pas qu'il faut en avoir peur, même si c'est, voilà, comme je le disais, ça va, je pense, faucher quand même quelques métiers, mais au final on s'est toujours réadapté. Voilà, on s'est toujours adapté, on s'est toujours il y a toujours des métiers qui ont disparu, on s'est penché sur d'autres nouveaux métiers qui émergeaient. Voilà, je pense que ça a toujours été le cas.
Ok, ouais, c'est un peu le concept de destruction créatrice de Schumpeter. Hein. Quand un nouvel outil apparaît, il facilite certains métiers, il en bouscule d'autres et il en est détruit certains, mais l'électricité a fait disparaître bon nombre de métiers. Mais en même temps, il a fallu en créer de nouveaux pour créer le réseau, pour l'entretenir, pour l'acheminer. Tout à fait. Peut-être Midjourney sera un nouvel outil qui va révolutionner le monde de l'animation, du dessin, etc. Mais il faut en être prévenu. Et puis après, il faut voir aussi son évolution. Je pense que c'est aussi la loi qui, à un moment donné, doit permettre de faire le tri entre ce que le logiciel doit pouvoir permettre et ses limites. Quoi. Et d'ailleurs, à ton avis, parce que là, du coup, Midjourney, ça s'est fait connaître à travers les réseaux. Moi, je l'ai découvert comme ça, hein, par l'algorithme, en fait. Parce que toi, tu as réalisé, du coup, le dessin qui me sert de photo de profil. Et je voulais que les gens le sachent, que c'était toi, un être humain, et pas Midjourney qui avait fait ce dessin. Voilà. Mais je connaissais pas encore l'IA à ce moment-là. Mais voilà, de dire, est-ce que au niveau du grand public, Midjourney et tous les autres, ça va continuer à exister, ou est-ce qu'au contraire, c'est une tendance, et après, c'est vraiment dans le domaine de la création artistique que ça va rester un outil et se développer? Mon avis, c'est que vraiment, c'est un outil qui est hyper révolutionnaire. Et qu'il ne peut pas, on peut pas revenir en arrière. En fait, je vais le comparer un peu à Google, c'est-à-dire que quand Google est arrivé, il a changé quelque chose, tu vois, sur la toile. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas là avec l'IA, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui est énorme, en tout cas dans le milieu de l'art. Je trouve c'est quand même une révolution. Et c'est difficilement annulable. Je pense pas qu'on puisse annuler le progrès. Là, c'est un progrès énorme en termes techniques. Après, il y a, c'est vrai, des artistes qui se sont sentis brimés dans leur individualité, puisque on peut clairement revoir des influences de leur travail dans des images qui sortent d'IA, et du coup c'est déprimant parce que l'artiste il met parfois 10 ans à trouver son style, à trouver comment est-ce qu'il va utiliser telle couleur, telle forme, telle shape, telle ligne, etc. Est-ce que je vais en mettre, est-ce que je vais pas en mettre et tout, bon bref. Et du coup de voir voilà que un programme reprend tout simplement sa manière de procéder, ça peut être un peu frustrant. C'est possible que là dans les quelques mois qui suivent, il y ait des artistes qui portent plainte contre certaines IA, en fait, tout simplement. Il y a un recours, enfin, voilà. C'est possible que ça aille un peu loin et qu'il y ait du changement au niveau de l'IA. Je sais pas trop comment est-ce que ça pourrait s'agencer, mais même si je pense qu'il y a une plainte, par exemple, imaginons les artistes portent plainte contre Midjourney, que Midjourney soit obligé de retirer son programme, et ben je pense qu'il y aura toujours une remodulation, que l'IA restera là et qu'il y aura, voilà, on va essayer de fonctionner autrement, en fait, voilà, sans forcément prendre directement des images qui n'ont pas été demandées. Et je pense que voilà, on va revenir dans ce processus où l'IA est utile dans le processus artistique. Là, en ce moment, c'est vrai, il y a une mode au niveau de l'utilisateur néophyte au niveau de l'art, parce que c'est hype d'avoir une photo de profil. Là, j'en vois partout en ce moment faite avec l'IA. Donc là, ouais, ça, je pense, ça va durer peut-être un mois ou deux. C'est parce que c'est fun d'avoir une photo un peu beau gosse où on est un peu, voilà, en mode super-héros, Avenger et tout. Mais ça, je pense que ça va pas durer. Une fois qu'on sait, forcément, ça se dissipe. Eh ben, c'était super intéressant, Meryl. Merci de nous avoir donné ton point de vue sur donc cette intelligence artificielle qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais qui permet d'en avoir les contours, en tout cas, d'en comprendre les contours, d'en comprendre les enjeux. C'est toujours bien d'avoir l'avis d'un professionnel d'un secteur quand il y a une évolution majeure dans ce secteur. Et donc on a vu ton avis qui était très franc et très explicite. Merci d'avoir participé à ce podcast. Si tu veux dire un dernier mot, nous parler de tes réseaux, nous parler de tes projets, vas-y. Eh ben, merci de ton invitation, Éminence. Ce fut aussi instructif pour moi, pour le coup. Ça me permet de remettre un peu les idées en place, de savoir comment est-ce que je vais évoluer là pendant cette année par rapport à l'IA et comment je vais aussi l'incorporer dans mes projets, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui demande à ce qu'on y réfléchisse, que c'est une évolution technologique comme une autre et qu'il y en a toujours eu de toute façon. On est dans l'ère du technologique et de l'automatisation en vrai. C'est quelque chose qui, en tant que professionnel dans l'audiovisuel, c'est quelque chose dont on se rend compte assez vite. Si on n'est pas à jour, on passe à la trappe.
Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment rester à jour et il faut pas avoir peur de l'IA, même si c'est vrai que son apparition était un petit peu ambiguë par rapport à tous ces droits d'auteur, etc. Je pense que il faut quand même le prendre en compte dans son processus créatif. Eh ben merci, j'espère que les artistes qui auront écouté ce podcast auront été intéressés par le sujet. N'hésitez pas à le partager, ce podcast, si vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter les sites et les réseaux sociaux de Meryl et de voir toutes ces œuvres qui sont faites de main de maître. Et je vous souhaite à tous d'excellentes lectures et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Merci, à très bientôt.